Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle session de lecture, toujours sur En toute puissance, le livre écrit par V6, qui donc traite de l'autodétermination, l'autodétermination radicale pour être précis, comme ça a été explicité dans les premières parties. Et on va continuer sur la partie 2 qui est devant nous, comment les besoins psychologiques varient-ils ? Les besoins sont sapés, frustrés ou satisfaits selon les interactions sociales, les contextes, l'environnement social du moment. Ils varient aussi selon les personnes, c'est-à-dire qu'une même situation ne provoquera pas la même satisfaction ou la même frustration. Par exemple, une situation de prise de notes pourra satisfaire l'autonomie d'un étudiant rompu à l'exercice, plutôt qu'une situation où on lui demandera de copier ce qui est écrit au tableau. Mais si on met un enfant sachant à peine écrire dans cette situation, on va l'angoisser, car il lui manquera des compétences pour aborder cette situation. Donc, ses besoins de proximité sociale et de compétences seront sapés, car on ne prend pas en compte son âge, ni ce qu'il sait faire, ou pas, donc il ne peut pas exercer son autonomie dans cette situation. Ces différences individuelles ne sont pas innées. Certes, on verra plus tard que certaines personnes ont tendance à savoir comment maintenir une satisfaction de leur autonomie, même dans un contexte défavorable à celle-ci. Mais cette tendance est acquise grâce à la chance d'avoir pu bénéficier autour de soi d'environnements sociaux nourrissant les besoins, ne la bridant pas. Tout facteur ou événement produira des variations dans le bien-être, les besoins fondamentaux étant extrêmement connectés et dépendants des situations, des moments, des configurations singulières du présent. Quelles expériences sur la variation des besoins ? Philippe, Costner, Beaulieu-Pelletier, Lecourt et Lex, en 2012, ont mené 4 expériences dans lesquelles les participants devaient décrire le souvenir d'un événement qu'ils avaient vécu, et tout ce qui était connecté à ce souvenir. Il a d'abord été découvert que la frustration ou la satisfaction des besoins était bien connectée au bien-être ou au mal-être. Puis, ils ont vu que l'activation de ces souvenirs avait un impact sur le présent. Les souvenirs liés à la satisfaction des besoins augmentaient le bien-être, et les souvenirs liés à la frustration des besoins diminuaient le bien-être. Sheldon, Ryan et Race, en 1996, ont étudié les variations des besoins d'autonomie et de compétences au cours des journées d'étudiants. À titre individuel, les besoins d'autonomie et de compétences étaient connectés au bien-être, à la vitalité, à leur frustration, au stress, au mal-être. Au niveau de l'étude en général, il a été montré qu'on pouvait prédire que lorsque la compétence et l'autonomie étaient comblées, les moyennes étaient beaucoup plus hautes. C'était là d'excellentes journées. Ryan, Bernstein et Brown, en 2010, ont étudié les variations des besoins des travailleurs et de diverses professions. Durant les temps de travail et le week-end, il a été découvert que les temps de non-travail sont associés à un plus grand bien-être, à une plus grande vitalité, à moins de stress, notamment pour les activités de loisirs actifs, créatifs. Les temps de travail sont quant à eux associés à de la frustration des besoins, donc à un plus grand mal-être. Les chercheurs notent l'importance de ces activités de créativité hors travail, car celles-ci comblent des besoins et sont donc d'autant plus essentielles lorsque les environnements de travail contrecarrent les besoins psychologiques fondamentaux. Y a-t-il un besoin psychologique fondamental plus important que d'autres ? Si l'autonomie est soutenue par l'environnement social de la personne, alors que les autres besoins psychologiques fondamentaux auront plus de chances de pouvoir être comblés, car l'environnement social permet à la personne, via un soutien à l'autonomie, de remplir elle-même ses autres besoins, l'environnement lui laissant la liberté de les remplir selon sa convenance. Si l'environnement social est contrôlant, c'est-à-dire qu'il frustre ou sape l'autonomie, alors les autres besoins ne sont pas atteints également, parce que la personne ne pourra pas décider, choisir, s'ajuster pour les remplir elle-même. Attention, ça ne veut pas dire que l'autonomie est la plus importante que la proximité sociale, ou que la compétence, car l'individu a besoin de combler l'ensemble de ses besoins, et il n'y a donc pas de hiérarchie entre eux. Néanmoins, soutenir l'autonomie d'autrui, c'est permettre à la personne qu'elle décide comment ajuster ses activités afin d'en être comblée, tant en proximité sociale qu'en termes de compétences. En cela, le soutien de l'autonomie par l'environnement social, comprenant des environnements beaucoup plus larges comme la culture, le contexte politique, économique, est un des aspects essentiels pour le développement des personnes. Expérience et études sur le besoin d'autonomie. Gagné, en 2003, a étudié des bénévoles dans un refuge animalier. Le soutien de l'autonomie provenant de l'environnement était associé à une plus grande satisfaction des besoins, à un plus grand engagement des bénévoles et à un turnover, arrivée et départ rapide des personnes, moins grand. Sheldon et Krieger, en 2007, ont mené une étude de 3 années dans une faculté de droit. Il a été découvert que la satisfaction des besoins et le bien-être diminuent durant les 3 années d'études. Les étudiants qui perçoivent un plus grand soutien de leur autonomie ont des besoins qui diminuent moins. Le tout est associé avec un bien meilleur bien-être et des meilleures performances dans leurs résultats. Les institutions ont également été analysées. L'une s'est révélée diminuer davantage les besoins des étudiants. Elle était beaucoup plus contrôlante que les autres, ce qui prédisait de plus grandes difficultés pour les étudiants.
Kasser et Ryan, en 99, ont examiné le bien-être de résidents en maison de retraite. Les personnes âgées étaient interrogées sur leur niveau d'autonomie, leur bien-être, le support relationnel qu'ils expérimentaient avec leurs amis et proches, ainsi que l'équipe soignante. Les hauts niveaux d'autonomie et de proximité sociale étaient reliés à leur vitalité et à leur haute santé physique. On a vu qu'une activité n'était pas en soi plus nourrissante qu'une autre. Cela change selon les personnes. Une prise de notes serait terriblement angoissante pour un enfant, et pour un étudiant, c'est une absence de contrôle sur la façon d'apprendre un cours, donc un soutien à l'autonomie. Mais y a-t-il des différences individuelles concernant l'importance d'un besoin? Est-ce qu'il y aurait des gens dont le besoin de proximité sociale, d'autonomie, de compétence serait moindre? Et est-ce que, en conséquence, il serait moins impératif de soutenir leurs besoins moins importants? Y a-t-il des personnes pour lesquelles un besoin est moins important qu'un autre plus important? La satisfaction de tous les besoins est essentielle en plein fonctionnement, au bien-être. Ainsi, qu'importe si les personnes dévalorisent certains besoins et donnent plus de valeur à d'autres, le bien-être deviendra lorsque tous les besoins seront remplis. Le mal-être adviendra quand tous les besoins seront frustrés. Évidemment, les cultures et environnements sociaux proches ne valorisent pas tous les mêmes besoins, ni les façons différentes de les remplir. C'est pour cela que certaines personnes vont donner plus de valeur à l'un ou à l'autre besoin. Néanmoins, le bien-être n'advient pas si ces besoins ne sont pas remplis. Expérience sur la valeur des besoins. Shen et Cole, en 2015, ont étudié les besoins chez les Belges, les Chinois, les Américains et les Péruviens. Ces personnes devaient noter l'importance qu'ils accordaient à chacun des 3 besoins fondamentaux. Bien que la notation était différente selon ces 4 cultures, les besoins comblés prédisaient identiquement le bien-être s'ils étaient satisfaits et le mal-être s'ils étaient frustrés. L'importance déclarée de tel ou de tel besoin plus qu'un autre n'avait pas de relation avec ce bien-être ou avec ce mal-être. 3 besoins semblent peu pour déterminer un plein fonctionnement, et on peut imaginer quantité d'autres besoins qui pourraient interférer avec l'autonomie, la compétence, la proximité sociale. Dès lors, pourquoi est-ce que les chercheurs de la SDT n'ont-ils sélectionné que ces 3 besoins? Pourquoi les besoins d'autonomie, de compétence et de proximité sociale ont-ils les seuls sélectionnés? Au-delà des expériences et des études que nous avons vues précédemment, les chercheurs se sont imposés des critères stricts pour choisir les besoins les plus saillants, les plus déterminants pour le plein fonctionnement. Il ne s'agissait pas d'être exhaustif quant à ce qui motive l'humain et l'amène au plein fonctionnement, mais de trouver les déterminants les plus puissants quant à son autodétermination, et donc également les critères les plus fragiles. Par exemple, une atteinte à l'autonomie bloque totalement le plein fonctionnement. Voici tous les critères qui devraient être cumulés et qui ont amené à ne sélectionner que l'autonomie, la compétence et la proximité sociale en tant que besoin dans la SDT. Le besoin devait être universel. Ainsi, l'importance de ces 3 besoins a été démontrée sur tous les continents, dans toutes les cultures dans des cultures radicalement différentes. La satisfaction du besoin devrait apporter un développement psychologique, le bien-être et un plein fonctionnement. Par exemple, le besoin de manger n'est pas un besoin psychologique fondamental. On verra après qu'il est un besoin de déficit. Car même s'il apporte un plaisir hédonique, que l'on est soulagé de le remplir après une forte frustration, cela n'apporte pas un développement psychologique supplémentaire lorsqu'on mange à sa faim tous les jours. Il n'y a juste pas de manque. Cela n'apporte pas un déficit psychologique comme le sentiment d'avoir trouvé sa place dans la vie. Il n'apporte ni un sens, ni de compétences supplémentaires, ni une motivation à s'ouvrir à l'inconnu, etc. La frustration du besoin devait entraver le développement psychologique, être un problème bloquant vraiment l'individu. Par exemple, le besoin de bienveillance a été étudié par les chercheurs de la SDT. Si certes, il apporte un plus à l'individu qui est bienveillant ou reçoit de la bienveillance, son absence n'entraîne pas un blocage contrairement au besoin de proximité sociale qui, lui, est un énorme problème. On peut se sentir inclus socialement sans pour autant que les autres soient toujours bienveillants. Le besoin devait spécifier clairement ce que les personnes pouvaient faire pour atteindre le plein fonctionnement, le bien-être, etc. Le besoin ne devait pas être une conséquence. Ainsi, le besoin de sens a été rejeté comme besoin fondamental par la SDT, car une vie qui a du sens pour l'individu est une conséquence du processus d'autodétermination. Si les besoins fondamentaux sont remplis, il y a une motivation intrinsèque, une orientation autonome, etc. N'hésitez pas à me dire s'il y a des termes où vous voulez qu'on explicite un peu plus ou autre, si vous voulez revenir sur certains points, partager des éléments qui font écho en vous, n'hésitez vraiment pas. Quels sont ces besoins à déficit? Dans des circonstances de menace, de détresse, de privation, d'exclusion, d'autres besoins apparaissent. Le besoin de sécurité et le besoin d'estime de soi. Ils rentrent dans la catégorie des besoins à déficit.
le besoin de sécurité insatisfait correspond au fait de ne pas se sentir en sécurité en présence d'autrui, au niveau émotionnel, affectif. Par exemple, on sait que des bébés en orphelinat qui ne reçoivent pas des soins limités, sans affection, se laissent littéralement mourir. Ne reçoivent que des soins limités, sans affection, se laissent littéralement mourir. En tant qu'animaux sociaux, tout comme les primates, nous avons des besoins, et besoin d'une sécurité affective, de proches prenant soin de nous, sans quoi notre développement est bloqué, on dépérit. Mais ce besoin n'est saillant que lorsque l'individu est dans une situation de menace, de privation. Le besoin d'estime de soi correspond au fait de se sentir utile, d'avoir de la valeur. C'est un sentiment d'appartenance, parfois conditionné aux normes sociales du groupe. C'est-à-dire que l'individu s'astreint ou est contraint d'atteindre des normes sociales pour parvenir à une forme d'estime de soi. Cela peut être une démarche autonome, comme sous contrôle extérieur. Satisfaire ces deux besoins diminue le mal-être, mais cela ne contribue pas à améliorer le bien-être, le développement. Ce ne sont pas des caractéristiques de l'épanouissement. Leur satisfaction prépare un terrain favorable, mais ne favorise pas le fonctionnement optimal. Une fois ces deux besoins atteints, la personne n'en tient pas compte dans sa vie. C'est uniquement lorsqu'ils sont déficitaires qu'ils sont préoccupants. En cela, ils sont des besoins d'un déficit, tout comme les besoins physiologiques, dormir, manger, aller aux toilettes. Par exemple, le besoin de boire de l'eau est saillant, obsédant, uniquement en condition de détresse, de menace. Lorsque la personne sait qu'elle a de l'eau à volonté, que la source n'est pas menacée de disparaître, elle ne se préoccupe pas de ce besoin. Expérience sur le besoin d'estime et de sécurité. Grenberg, Piszczynski, je ne sais pas dire ce mot, je suis désolé. Solomon en 86. La théorie de la gestion de la terreur, la TMT, montre que lorsqu'on rappelle à un individu qu'il va mourir, sans le dire sous le ton de la menace, qu'on lui rappelle que la mort est inévitable à tous, ou encore qu'on lui demande de réfléchir à la mort, l'individu va s'accrocher à sa vision culturelle du monde et attaquer les exogroupes, les groupes extérieurs, n'étant pas de la même culture, ethnie, etc., pour rehausser ces endogroupes, ces groupes de même appartenance ethnique, culturelle, etc. Il va avoir un biais ethnocentrique, car ses besoins de sécurité et d'estime de soi sont en déficit, donc il tentera de les combler via son appartenance à un groupe. Cependant, il y a des personnes non atteintes par cet effet de saillance de la mort, qui ne commettent pas de biais, même si on leur a parlé de la mort. Il s'agit des plus pleinement conscients, c'est-à-dire des personnes ayant l'habitude d'être très attentives à leur quotidien, d'être en pleine conscience plus souvent. Nous reviendrons sur ces recherches dans l'extension de ce chapitre. Peut-on s'entraîner à avoir un état d'esprit nourrissant plus les besoins? Nourrissant plus les besoins. La réponse est oui, il s'agit de la pleine conscience. La pleine conscience est un état d'esprit où la personne est consciente, ouverte et réceptive à ce qui se passe à l'extérieur comme à l'intérieur d'elle-même. Cet état facilite l'autonomie, il y a une plus grande autorégulation, donc une plus grande satisfaction des besoins et une meilleure santé. Expérience, Brown et Ryan en 2003. Après avoir évalué chez les participants le trait et la disposition pleine conscience, leur autonomie était évaluée de façon aléatoire 3 fois par jour, pendant 2 semaines. Plus les participants étaient hauts en pleine conscience, plus ils rapportaient d'autonomie dans leurs activités quotidiennes. Leurs besoins étaient aussi plus satisfaits. C'est surtout le fait d'expérimenter en état de pleine conscience et non d'avoir des dispositions pour celui-ci qui a mené à agir avec plus d'autonomie, car les participants avaient une meilleure autorégulation de la situation. Weinstein, Brown et Ryan en 2009 ont également démontré comment la pleine conscience favorise les modes de pensée moins défensifs, moins déformés, potentiellement inadaptés. Dans 4 études, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant un niveau élevé de pleine conscience étaient moins susceptibles de réagir aux difficultés avec des sentiments de stress et étaient plus susceptibles de montrer une gestion positive du stress qu'elles subissaient. Leurs sentiments de stress et leurs réponses étaient plus adaptés vers le bien-être. Cependant, comment développer cette pleine conscience? N'y aurait-il pas un brin d'allégeance à se concentrer sur soi pour nourrir ses besoins et contrer les sapages plutôt que de s'engager avec courage à les régler à l'extérieur? Si l'on est capable de supporter tous les sapages, ne risque-t-on pas d'imposer aux autres des conditions trop dures et de les renvoyer systématiquement à leurs responsabilités individuelles? Nous tenterons d'y répondre dans la partie suivante, en extension. Et donc nous arrivons dans l'extension, la pleine conscience, par Carl Rogers. Enfin, de Carl Rogers plutôt. Donc la pleine conscience, Carl Rogers, nourrir l'autonomie. Ici, on agrémente la théorie d'autres concepts ou trouvailles issus du champ académique qui peuvent compléter, augmenter, modérer les outils de la SDT. Cette partie peut aussi faire office de critique, ou posant des questions supplémentaires. La pleine conscience.
La SDT aborde la pratique de la pleine conscience, notamment en tant qu'état et de disposition permettant d'auto-subvenir à ses besoins, ou du moins faciliter leur résolution future. Elle est abordée comme un état permettant l'ouverture, c'est-à-dire la non-défensivité, propre à l'orientation autonome qu'on abordera plus tard. La pleine conscience est aussi un état qui semble connecté à des valeurs intrinsèques, ou à des aspirations intrinsèques, et au processus d'internalisation des motivations extrinsèques d'une façon intégrée. On les verra également plus tard. Autrement dit, cela contribuerait à l'autodétermination de la personne. Toutefois, attention aux mésinterprétations. Le terme mindfulness, traduit en français par pleine conscience, a tendance dans le langage commun à être associé au moment de méditation dédié à cet état, ce qui n'est pas forcément la définition utilisée par les chercheurs. De plus, le terme de conscience peut lui aussi être mésinterprété. Selon les disciplines et les perspectives, il peut désigner un état d'esprit à l'opposé de la mindfulness, par exemple, ajouter une couche de réflexion supplémentaire à un travail mental déjà présent, et parfois remplacé par le terme de présence pour mieux représenter ce qu'est l'état de mindfulness. Un état, une disposition, une pratique. Dans les recherches, de la SDT, de la TMT par exemple, c'est la disposition générale de la personne à être pleinement consciente qui est testée. Autrement dit, il s'agit de repérer si l'individu est souvent ou non dans l'état de pleine conscience au quotidien. Brown et Ryan en 2003 définissent la pleine conscience comme un état d'esprit réceptif, où l'attention, informée par une conscience sensible de ce qui se passe à ce moment, observe clairement les événements internes, les expériences psychologiques, somatiques et externes qui se produisent. Cette pleine conscience est généralement testée par le questionnaire MAAS, Mindful Attention Awareness Scale. Voici pour exemple un extrait où les personnes devaient noter si cela leur arrivait souvent ou non. Il peut m'arriver de vivre certaines émotions et en être conscient bien plus tard. Je casse ou je renverse des choses à cause de mon étourderie, du fait de ne pas faire attention, ou encore parce que je pense à autre chose. Je trouve difficile de rester concentré sur ce qui se passe dans le moment présent. Je me trouve souvent préoccupé avec le futur ou le passé. Je me surprends à faire des choses sans y faire attention. Je grignote sans être conscient que je suis en train de manger. Les plus pleinement conscients répondent presque jamais à ces affirmations. Cette pleine conscience n'est pas une conscience de soi, mais une conscience réflexive. La personne n'ajoute pas une couche de réflexion, de jugement, d'appréciation ou de dépréciation sur son attention portée vers l'extérieur et à l'intérieur et à l'extérieur. Au contraire, la pleine conscience est pré-réflexive, c'est-à-dire qu'elle n'inclut pas de pensée, de cognition sur ce qui est perçu. Il s'agit juste d'une attention sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, sans évaluation de quelconque nature que ce soit. D'où l'emploi du terme présence, notamment lorsque la mindfulness est suscitée par la médiation. On n'est pas attentif en se recroquevillant sur soi, mais au contraire en étant avec ce qui nous intéresse, en étant dans le monde. Plus je suis attentif, plus je suis présent, plus je suis présent, plus je suis attentif. L'attention et la présence s'aident mutuellement et constituent ainsi le ressort le plus profond de ce qu'est la méditation. La pleine conscience est le contraire du mode pilote automatique, ou de l'état de vagabondage de l'esprit, où l'on peut agir sans s'en rendre compte qu'on agit. Par exemple, lorsqu'on lit un livre, et qu'on se rend compte qu'on l'a avancé de plusieurs pages, mais qu'on a décroché son attention, qu'on est incapable de préciser le contenu de ces pages, ce que nous n'étions pas pleinement conscients. C'est que nous n'étions pas pleinement conscients. Notre esprit vagabondait, on a lu en pilote automatique, sans être présent au contenu du livre. Ce n'est pas une disposition innée ou figée que d'être capable de beaucoup ou de peu de pleine conscience. Au contraire, être pleinement conscient est un état qui se pratique, qui s'exerce, qui se développe par toute activité contemplative, pas seulement la méditation. Les chercheurs parlent d'exercice de l'attention et sont assez d'accord pour dire que cette pratique 1. Implique une attention soutenue sur le moment présent. 2. Requiert un effort délibéré quand l'individu n'est pas expérimenté. 3. Est facilité par le recours à des exercices de méditation et par l'utilisation d'un point d'ancrage. On se concentre par exemple sur le fait d'observer sa respiration ou un élément extérieur. 4. Peut être utilisé par d'autres voies que la méditation. 5. Concerne l'observation des processus sensoriels, affectifs, cognitifs et ou des stimuli extérieurs. 6. Ne constitue pas une modification de l'expérience, mais une observation de l'expérience telle qu'elle se déroule. 7. Intègre une dimension d'acceptation et de non-jugement de cette expérience. D'un point de vue des processus, il s'agit à la fois d'un exercice de l'attention soutenue, de flexibilité cognitive, de l'inhibition et de l'élaboration de la pensée, ce qui implique des régulations de l'attention, des émotions, une perception corporelle et un changement dans la perception de soi. On devient observateur de soi-même. La pleine conscience, telle que définie ici,
n'a rien à voir avec le bouddhisme, ni avec les méditations qui leur sont associées, étant donné qu'ici la pratique de la pleine conscience est sans éthique, ce qui peut être à la fois bien perçu pour son aspect laïque, ouvert à tout public, comme être un problème, car les finalités ne sont pas du tout cadrées. On pourrait être un tueur très capable d'être pleinement conscient, régulant finement son attention, ses émotions, ses cognitions. Le concept, tel que défini et testé ici, n'a rien à voir avec la bienveillance, avec l'altruisme ou les comportements prosociaux, mais davantage avec la régulation et l'utilisation de nos processus attentionnels. L'état de pleine conscience n'est pas garanti d'éthique, de moralité, de prosocialité. C'est lorsque c'est avec cet état... Ah, je vais y arriver. C'est lorsque cet état est cultivé avec une éthique altruiste qu'il peut être prosocial. Ça va, vous suivez toujours? Je vous ai pas perdu? Je vois que sur le chat vous parlez plus du tout, vous êtes mouru? Vous avez profité de la pause pour fuir, c'est ça? J'espère que non quand même, ça serait triste. Ça serait triste. Touk. Je suis Manois. Je suis Manois. Qu'est-ce que Manois? Qu'est-ce que Manois? Manga chinois. Ah, t'es en train de lire un manga chinois? Ah, Manois, oui, oui, d'accord, je vois. J'ai un ami qui en lit, parce que je suis en train de me dire, bah, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Mais du coup, il me le dit à l'oral, donc du coup, j'ai pas fait tilter, j'ai pas fait le rapprochement. Ok, j'espère qu'il est bien au moins. J'espère qu'il est bien. Les liens entre pleine conscience et autodétermination. Une méta-analyse de 89 études impliquant 25 167 sujets a étudié les liens entre la disposition à la pleine conscience au quotidien et des éléments de la SDT, à savoir les motivations autonomes, dont la motivation intrinsèque est celle contrôlée, régulation externe, introjection à motivation. Certaines études mesurent la pleine conscience le faisant avant et après des programmes de pleine conscience. Alors une méta-analyse, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc en fait une étude scientifique qui va se baser sur le fait de rassembler en fait, des études autres qui ont été faites sur un élément particulier. Autrement dit, c'est une étude qui ne va pas forcément par elle-même aller re-expérimenter sur le terrain, c'est pas son taf, elle va juste faire une synthèse de globalement tout ce qui a été fait dans un domaine particulier sur une thématique particulière. Elle va réceptionner toutes les études qui ont été faites, des études pertinentes évidemment, pour justement voir qu'est-ce qui se dégage de toutes les études qui ont été faites dans ce domaine-là, qui ont été reproduites, qui ont été re-reproduites pour voir s'il y a une constance, s'il y a des traits qui sont par exemple spécifiques dans le cas des études faites en psychologie sociale, qui ont été spécifiques à une culture particulière à un moment donné ou pas, et ainsi de suite. Donc en fait ce sont des études qui vont aller vraiment servir de synthèse en fait, tout simplement de synthèse de ce qui a été fait dans une thématique en particulier. Effectivement, la disposition à la pleine conscience prédit des formes de motivation plus autonomes, moins de motivation contrôlée et d'amotivation. C'est surtout au niveau de la motivation intrinsèque qu'il y aurait un effet plus significatif. Après des interventions en milieu professionnel, les personnes sont plus attentives à l'expérience, et donc remarquent plus d'activités intéressantes dans lesquelles elles peuvent s'engager, et ont une attitude plus ouverte et réceptive. Ils sont moins dans l'automatisme, par conséquent tombent moins dans les pièges extrinsèques que sont les récompenses, les punitions, ou les menaces à l'ego provenant de l'environnement social. La question de la pleine conscience et en environnement nocif reste avec cette méta-analyse un mystère. Les chercheurs postulent qu'une disposition à la pleine conscience aurait l'effet inverse, c'est-à-dire que la motivation des plus pleinement conscients à œuvrer dans cet environnement nocif diminuerait, ils s'en désengageraient. Dans leur étude, ils invitent leurs pairs, mais aussi les intervenants en pleine conscience à prendre davantage en compte les environnements dans lesquels se déroulent les programmes. Ils n'ont pas pu voir non plus les effets des interventions sur les motivations contrôlées, et ils rappellent à plusieurs reprises que la méta-analyse de ces interventions a été compliquée, car elle varie énormément en termes de conception et de mise en œuvre. Au final, oui, la pleine conscience joue un rôle important pour le soutien de l'autodétermination, pour les activités, que ce soit pour l'augmentation de la motivation intrinsèque, des régulations identifiées. Quant à la diminution des motivations contrôlées, le rôle de la pleine conscience n'est pas certain, elle reste encore à prouver. Autrement dit, le bénéfice est généralement individuel, mais malheureusement, l'impact sur le changement des environnements sociaux n'est pas démontré, notamment parce que les programmes de pleine conscience ne portent pas forcément sur une dimension altruiste et ou compassionnelle. La pratique méditative de la pleine conscience. La méditation en pleine conscience consiste à s'asseoir confortablement, mais avec un certain maintien du dos, en se concentrant sur un objet, sur un phénomène interne, sa respiration par exemple.
et en gardant son attention sur ce phénomène, en l'écoutant, en le regardant. Il s'agit de s'absorber dans cet objet d'attention sous tous ses aspects sensoriels. Très rapidement, l'attention va dériver, les pensées vont prendre un autre chemin. Il suffit d'en prendre acte et les laisser filer, en se recentrant sur l'objet. Il ne s'agit pas d'être autoritaire avec soi-même lorsque l'attention s'échappe de l'objet choisi, mais juste de constater ce qui traverse l'esprit et de tranquillement replacer l'attention. Précédemment, on a pris l'exemple du livre, qu'on peut lire en mode pilote automatique sans faire nullement attention au contenu. Il peut être de même lorsque l'on écoute un professeur, ses propos peuvent être écoutés à un moment, et puis voilà, on se rend compte que ces propos nous sont maintenant incompréhensibles, car nous nous étions perdus dans nos pensées quelques instants. Cela peut être dû à notre fatigue, comme au sujet lui-même des propos, qui peuvent nous avoir inspirés à penser à toute autre chose, comme être dû à la non-compréhension, ou peut-être s'agit-il tout simplement d'un désintérêt du sujet, ou de sa forme. Parfois, ce phénomène n'advient pas. On reste totalement concentré, y compris s'il y a un ennui massif, peut-être parce qu'on prend des notes ou qu'on a une activité parallèle qui nous permet de garder le fil. C'est plus dur en méditation, car contrairement à un événement ou à un support, le livre, le film, etc., qui sont faits pour maintenir l'attention, ou du moins qui ont un fil conducteur qui tire l'attention du lecteur, du spectateur, de l'auditeur à lui, l'objet de la méditation n'est pas fait pour séduire l'attention, il est juste présent. Et c'est cette présence que la pleine conscience veut pleinement sentir. Cet exercice de la pleine conscience peut se faire en activité, en mangeant, en marchant, en faisant la vaisselle, etc. Il peut être très sécularisé, c'est-à-dire sans le moindre élément boutiste, y compris sans porter d'éthique. Mathieu Ricard dit par exemple qu'un tueur pourrait très bien être en pleine conscience, qu'on peut séparer cet état de toute morale, ce qui est un problème à ses yeux. Il recommande d'ailleurs de toujours y ajouter un élément altruiste. La pratique de la pleine conscience peut également déraper, encore plus, et devenir néolibérale. Ronald Purser rapporte des programmes, notamment ceux de Google, qui non seulement évincent tout altruisme de leurs pratiques, mais sont vendus aux employeurs comme des moyens de conditionner davantage leurs employés, de les rendre plus productifs, ou encore qu'ils fassent plus de ventes. D'autres, dans une même mouvance, réinterprètent ce qui mène les gens à la méditation, notamment le stress des employés, qu'ils imputent de leur unique responsabilité. C'est de leur faute, de leur mauvaise gestion psychique, éliminant alors toute responsabilité des environnements sociaux, ce qu'on nomme allégeance. On a ici une instrumentalisation de la pratique qui a été totalement retournée pour mettre les personnes encore plus en mode extra-sec, ce qui retire les bienfaits de la pleine conscience et génère une pression supplémentaire. Alors là, si normalement vous avez un gros écho avec ce qu'on a lu dans Dujarrier, c'est normal, hein, ça, typiquement, c'est les choses qu'elle dénonce. C'est les choses que dans son ouvrage, justement, elle met en avant en disant, voilà, typiquement, c'est ce que les planeurs, donc ces managers qui sont à grande distance, hein, les managers qui ne sont pas des managers de proximité, ceux qui travaillent depuis les bureaux et qui vont encadrer le travail des gens, mais qu'ils ne sont pas, par exemple, parfois même dans la même structure, parfois ils sont même dans d'autres entreprises qui sont payées par une première entreprise pour encadrer les travailleurs de cette première entreprise. Donc ces gens-là, notamment, vont avoir justement ces outils et vont, par exemple, utiliser ces outils-là pour, en fait, encore une fois, centrer tous les problèmes, centrer toutes les raisons de dysfonctionnement sur les individus, sur les travailleurs. Et c'est ce qui amène notamment à autant de mal-être, à autant de résistance, quand on voit venir mettre « Ah, venez, on a un nouvel outil incroyable qui va vous permettre de prendre plus contrôle de vous-même, patati patata, en entreprise », et qu'en fait, tu te rends compte que pas du tout. Là où on nous promettait d'être plus en autonomie, d'avoir plus de contrôle sur son activité, de pouvoir être plus efficace, et ainsi de suite, on se retrouve dans des situations où en fait on perd du temps, on perd des efforts, on s'épuise, on s'agace, on fait un travail moins efficace, et ainsi de suite, et en plus de ça, avec un sentiment qu'on en est responsable, qu'on en est uniquement et personnellement responsable. Et là, typiquement, c'est exactement ce qui est décrit, c'est exactement ce qui est rapporté par ce que font des entreprises comme par exemple Google, mais pas qu'elle, hein, sur tout un tas de ces outils qui sont créés sur mesure en détournant en fait, notamment là en l'occurrence, la pleine conscience. On reconnaît ces dérives à plusieurs signes. Il y a une centration sur l'ego. À la place de parler de la présence dans le monde, d'écoute, de lien avec le monde, les formulations induisent qu'il s'agit de soi, de regarder en soi, de s'améliorer soi, de se contrôler, de se maîtriser soi, de s'augmenter soi, d'être en meilleure interaction avec autrui pour mieux que les relations servent mieux le moi. Si vous avez un gros écho avec tout ce qui est justement les théories du développement personnel, c'est normal. C'est normal.
Il y a ignorance active du poids des environnements sociaux pour tout centrer sur l'individu. Par exemple, le stress serait dû à l'hyperactivité mentale de la personne. Cette dernière se l'imposerait. Mais généralement, c'est dans l'absence de référence aux environnements, aux situations, au contexte qu'on remarquera ce problème. Parfois, c'est le statu quo concernant les structures sociales qui en est vanté. Meng, le créateur du programme de Google, dit que la pleine conscience peut augmenter mon bonheur sans rien changer d'autre. La vision en interdépendance systémique est absente. Il est accroché des finalités extrinsèques. Faire des ventes, réussir, être plus productif. Il y a peu de finalités intrinsèques qui y sont vantées, comme être plus présent au monde, dans ses relations. Il y a un discours de renforcement de l'internalité allégeante. Cela se couple avec les points précédents. Tout est à la fois centré sur l'individu, son ego, la norme d'internalité, et tout ce qui est lié à l'environnement social est absent ou mis à distance, la norme d'allégeance. Par exemple, il y a un aveu que le stress est bien lié au monde du travail, mais la solution proposée n'est pas de changer le monde du travail, mais de se changer soi pour mieux absorber le stress. On revient encore sur la même thématique qui avait été utilisée notamment par Dujarrier, qui était on est dans des processus où on demande aux gens de s'adapter au travail. On a un travail qui est standardisé et c'est aux gens de s'adapter au travail. Alors qu'on sait que c'est bien plus facile et bien plus efficace de faire l'inverse, pour le coup. Mais non. Mais non, c'est aux gens de s'adapter. C'est à vous de rentrer dans le moule. Ah là là. L'empathie, l'altruisme, la prosociabilité, la compassion, l'autocompassion, les bonnes relations sont instrumentalisées ou encore centrées uniquement sur l'individu. L'autocompassion mais pas de compassion pour autrui, voire absent des exercices. Les signes de l'absence de compassion et l'absence d'observation de la souffrance en face de soi. Ces groupes de pleine conscience se mettent au service d'entreprises dont les objectifs, les actions sont très discutables au niveau éthique, incluant de la malhonnêteté ou des trafics pour ne pas payer les impôts, ayant un impact grave sur l'environnement, social ou non, ayant un management discutable, alimentant de fortes injustices et une très mauvaise distribution des profits. Encore une fois, si vous avez des échos très forts avec la lecture de juste avant, c'est normal. C'est normal en sociologie. Ces points peuvent être considérés comme des signaux d'alerte. Évitez les programmes qui tendent à tomber dans ces travers. Si au contraire ces points sont inversés, c'est-à-dire que le programme cultive un détachement de l'ego, une conscience systémique, interdépendance entre les vies, le monde, connexion du tout avec le tout, de la nature des problèmes et souffrances, qu'il est interne non allégeant, qu'il prend en compte à la fois le pouvoir de la personne et le poids des environnements sociaux, à finalité intrinsèque, met en valeur la compassion, l'altruisme et la bienveillance, c'est alors plutôt bon signe. De l'inutilité de faire des exercices en pleine conscience en ayant des motivations extrinsèques. Il y a aussi le risque qu'on veuille se mettre à la méditation et au développement de la pleine conscience pour des raisons qui vont tordre toute son éthique altruiste, quand bien même le programme serait parfaitement éthique. Par exemple, après un programme de pleine conscience relativement éthique, les profils narcissiques en ressortent encore plus narcissiques. L'individu n'entre pas dans ces exercices comme une page vierge de toute motivation ou d'élan. Ainsi, la motivation extrinsèque d'un individu peut totalement tordre un exercice de façon à ce qu'il corresponde à ses attentes, parfois égoïstes, ou à des attentes liées à des dominations d'idéologies contrôlantes, l'autoritarisme tout comme le néolibéralisme. Autrement dit, l'individu y verrait là, par exemple, un exercice pour se supérioriser aux autres, quand bien même le message délivré y serait totalement à l'opposé. La description de Fabrice Midal sur ce que n'est pas la méditation est, il me semble, de bons conseils pour éviter de se lancer dans la méditation avec des motivations inappropriées, que sont les aspirations extrinsèques ou une orientation contrôlée. La méditation, selon lui, ce n'est pas une introspection, ce n'est pas se regarder le nombril. La méditation ne demande rien, c'est un espace où l'on se fout la paix. Ce n'est pas regarder ses pensées sans s'y attarder comme des nuages se dissipant. Il n'y a pas d'expertise de la méditation, car méditer, c'est rester un débutant. Ce n'est pas se désincarner, se détacher, car c'est s'ouvrir au monde à travers ses sens, à travers son corps. Ce n'est pas se calmer ou lâcher prise, c'est entrer en rapport à notre propre vie. La méditation est un travail réel avec la douleur, la confusion, les émotions. La méditation pacifie, car elle intègre les tumultes des émotions et ces vagues de la vie. C'est la capacité d'entrer en rapport avec patience, avec des émotions comme la rage. Il n'y a pas de processus idéal, le meilleur moyen de pratiquer, c'est celui qui nous relie à l'humanité, qui nous donne envie de recommencer. Ce n'est pas un moyen de contrôler ses émotions, la méditation les transmute en nous, ouvrant à la bienveillance. Ce n'est pas supprimer les désirs ou les voir en ennemis, si l'on entend le désir comme un élan de vie qui porte vers l'avant. Désirer, c'est être appelé par quelque chose qui nous éveille.
Et enfin, la méditation ne répond pas à comment être plus zen, mais à comment être plus vivant. Est-ce que cela va nous servir à étendre l'autodétermination ? Le développement de la pleine conscience peut apporter un réel bienfait individuel. Cependant, rien n'est certain sur son impact positif, par rebond, sur les environnements sociaux, car il n'y a pas d'études permettant vraiment de le mesurer. Pire, les programmes pour les entreprises semblent amplifier un certain formatage via des conditionnements néolibéraux, où l'individu est encouragé à croire que le stress vient uniquement de lui, et non des conditions extérieures. En cela, à titre individuel, la notion de pleine conscience étant effectivement une quête individuelle du mieux-être. Lorsqu'elle est bien menée, elle participe à l'autodétermination personnelle, mais nous avons choisi pour angle les environnements sociaux. Autrement dit, nous retenons comme critère d'extension uniquement les pratiques individuelles qui permettent de développer, par exemple, un courage à améliorer les environnements sociaux. Nous estimons à ce titre que les programmes de méditation, visant prioritairement la compassion et l'altruisme et incluant parfois des exercices de pleine conscience, étendent l'autodétermination générale et ce de manière systémique, non allégeante. On verra plus tard que l'aspect altruiste et ou de la compassion qui accompagne ces programmes pourrait avoir une influence plus puissante et plus positive sur les environnements sociaux. J'aime bien la musique, elle est cool. En vrai, elle est très très bien. Je la trouve très agréable. Carl Rogers, nourrir l'autonomie. Au vu de ce que nous avons exploré de la SDT, il est peut-être encore difficile de se représenter en acte ce que nourrir les besoins d'autrui veut dire, notamment le besoin d'autonomie qui peut apparaître flou ou se confondre avec une sorte de laisser-faire généralisé. Donner du choix, laisser de la liberté n'est pas une indifférence à l'autre, ni une passivité de la part de l'autodéterminateur, mais au contraire c'est là un choix, une activité autodéterminée, réfléchie et pleinement ressentie, souvent à repenser à de nombreuses reprises. L'œuvre de Rogers peut nous donner des pistes qui éclairent cette volonté de nourrir l'autonomie, puisque dans son travail, tant d'un point de vue thérapeutique que pédagogique, Rogers visait un plein fonctionnement de l'autre, de son autonomie, sa transformation vers une libération autodéterminée. La SDT s'ancre dans ses savoirs, mais on verra aussi que d'autres constructions ou extensions sont également structurées de façon rogerienne. Si certes nous allons aussi voir ces méthodes thérapeutiques, ce n'est pas selon l'angle de la psychologie clinique et des bénéfices thérapeutiques que nous l'ajoutons ici. C'est l'exportabilité... je vais y arriver. C'est l'exportabilité de ces enseignements à d'autres domaines, ces façons de faire qui peuvent libérer de l'empuisantement et de l'émergence, son art du nourrissement de l'autonomie, via la relation qui va nous intéresser. Le parcours de Carl Rogers. Donc ça, normalement, je vous en ai déjà parlé pas mal. Et bonjour, je viens faire un petit dodo après un possible échec en examen d'ostéologie. Je ne sais pas du tout ce que c'est l'ostéologie. Mais coucou à toi, Silmaril, mets-toi, installe-toi, mets-toi bien. On est en pleine lecture de sciences sociales. Nous faisons en toute puissance le livre qui a été écrit par V6, qui tient notamment le blog Hacking Social et qui participe, il me semble, notamment à la chaîne Horizon Gull, en tout cas avec qui elle a des relations très proches. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser, je le rappelle, la nouvelle commande qui a été créée spécifiquement pour la lecture de cet ouvrage, qui est donc !HS et qui vous donne les liens vers le blog et vers la chaîne YouTube de Horizon Gull qui produisent du contenu de très très grande qualité. Anatomie du squelette. D'accord. Ça s'appelle l'ostéologie. C'est intéressant. J'ai pas su répondre à toutes les questions, mais tant pis, j'irai en rattrapage. Ok, bah j'espère que t'as réussi aussi bien que possible, et puis bah je te souhaite bon courage du coup pour la suite, pour la continuité. Oui, continuité, pour le coup. Je reprends un peu la lecture. Voilà, ne pars pas du principe que t'as échoué. Tu verras quand tu auras le résultat, ça sert à rien de t'angoisser avant. Tout à fait, je suis assez d'accord, Le parcours de Carl Rogers, psychologue américain, il a œuvré dans les champs de la psychologie clinique, de la psychothérapie, de la médiation et de l'éducation. Et s'est particulièrement démarqué en proposant des principes novateurs en psychologie dite humaniste. Celle-ci est parfois considérée comme la troisième force de la psychologie, celle à l'origine des principes qu'on retrouve en psychologie positive, et qui diffère des deux autres forces que sont la psychanalyse et le behaviorisme. Rogers ne croit pas qu'il soit bon de manipuler la personne comme le behaviorisme l'affirmait à l'époque, ni qu'il faille chercher des interprétations lointaines et symboliques aux pulsions, comme le faisait la psychanalyse.
Ces thérapies, connues sous le nom de thérapie centrée sur le client, sont également beaucoup plus rapides que celles psychanalytiques. Elles sont moins directives et elles sont moins interprétatives. Rogers estime que l'humain a un potentiel pour s'aider lui-même, que le thérapeute a pour rôle de libérer ce potentiel créatif, non de canaliser des pulsions mauvaises ou de diriger sa conduite future. Ses conceptions sont assez anti-autoritaires, et sa personnalité aussi, selon certains témoignages, et vise à libérer l'individu des conflits qui brident ce potentiel. Par exemple, la personne peut être amenée à se libérer des normes incompatibles avec ses besoins, ou encore réactiver des développements qui ont été bloqués. Son œuvre, que ce soit les techniques thérapeutiques, les relations d'aide ou les transformations pédagogiques qu'il a amorcées, vise le plein développement de la personne. Ces méthodes ont eu une très grande influence aux États-Unis, y compris hors du champ purement psychothérapeutique, notamment la technique des groupes, qu'on voit même très souvent mise en scène dans des fictions américaines. En France, Carl Rogers a été, dans un premier temps, rejeté avec véhémence, notamment par les psychanalystes, qui se sont globalement moqués de cette technique et de ces méthodes estimées trop simplistes, pas assez interprétatives. Cependant, il y a eu un certain succès auprès du grand public, puisque ces ouvrages se sont très bien vendus en France. Le but. La personne fonctionnant pleinement. Un principe auparavant communément admis consistait à ce que le but de la thérapie était que la personne en ressorte mieux adaptée à la société. Principe auquel Rogers répond « Quelle société ? N'importe laquelle, peu importe ses caractères ? Je ne puis l'accepter. » C'était une citation directe, je tiens à préciser, ce sont littéralement ses paroles. Le critère de bonne santé mentale ou pathologique lui semblait tout aussi sensible à des variations culturelles et politiques. Selon lui, la personne qui sortirait d'une thérapie réussie ou bien qui atteindrait une maturité psychologique maximale serait ouverte à son expérience. Elle ne serait pas défensive, c'est-à-dire que tout stimulus serait librement relayé sans être déformé par un mécanisme de défense. La personne vivrait l'expérience, y compris celle déplaisante, et en serait pleinement consciente. Pour illustrer cette ouverture, il donne l'exemple d'un de ses clients, qui lui rapporte qu'avant, il luttait contre sa fatigue d'après-dîner, qu'il critiquait cet état de somnolence. Maintenant, il dit accepter de se laisser aller à être fatigué, à vivre cette fatigue, sans pour autant éprouver de la critique à cet égard. Et cela s'est étendu à toutes sortes de situations, comme la nourriture, l'amour à l'égard de sa femme et de sa fille, qu'il ressent et qu'il accepte pleinement. Il est attentif à ce qu'il vit, conscient, mais sans pour autant porter de jugement, de valeur sur ce vécu, parce qu'il n'y a pas de barrière, d'inhibition qui l'empêcherait d'éprouver ce qu'il vit dans le présent. Cette ouverture à l'expérience n'est pas sans nous rappeler ce qu'on a pu voir avec la notion de pleine conscience lorsqu'elle est non allégeante. La personne vivrait sur un mode existentiel. La personne saisit que ce que je serai dans l'instant qui vient, ce que je vais faire, naît dans l'instant présent, et personne ne peut le prédire, ni moi, ni un autre. Ce constat s'oppose à une rigidité, à une organisation étriquée. Il laisse la place à la nouveauté, la fluidité, le peut-être. La personne constaterait que son organisme est un moyen digne de confiance pour arriver au comportement le plus satisfaisant dans n'importe quelle situation. La personne ferait instantanément ce qu'elle estime être le fait juste de faire. Cette justesse serait le résultat d'une opération qui prend en compte à la fois ses besoins les plus complexes, les souvenirs de situations semblables, les exigences sociales, les conflits entre les deux, les moyens ou les possibilités de surmonter ce conflit. Il n'y aurait pas de prise en compte erronée, comme par exemple le fait d'uniquement se baser sur des situations antérieures, comme si elles étaient la réalité présente, ou encore manquer de données pour ce calcul, car des éléments menaçants seraient supprimés de la conscience. L'organisme serait écouté d'une manière précise et non déformée. Ce travail de calcul, de comparaison, de pesée de toutes les informations tant internes qu'externes ne serait pas garanti d'être sans erreur, mais grâce à son ouverture et à l'expérience. La personne fonctionnant pleinement pourrait voir comment réajuster son comportement rapidement. Par exemple, Rogers cite toujours ce même père qui a appris à exprimer ses sentiments, positifs comme négatifs, à sa fille dès qu'il en ressentait le besoin, et il s'est rendu compte que cela permettait aussi à sa fille d'exprimer les siens. En suivant sa propre expérience, le père a exprimé, d'une façon adaptée, ses sentiments, si adaptés que cela satisfait aussi son besoin d'être un bon père et de participer au bon développement de sa fille. Il y arrive en faisant simplement la chose qui lui paraît bonne. Rogers précise qu'il semble en être de même pour le processus créatif, advenant dans la recherche scientifique ou dans l'art. Advient un moment où la personne sent ce qu'il y a d'approprié à suivre ou à ne pas suivre, parfois sans pouvoir dire précisément vers où elle va, mais en faisant confiance à ce qu'elle ressent, ressenti qui est le résultat d'une vaste opération où tout a été sous-pesé. Autrement dit,
La personne fonctionnant pleinement est capable de vivre pleinement dans et avec chacun de ses sentiments, dans et avec chacune de ses réactions. Elle se sert de toutes les informations qu'elle obtient de son corps, de son système nerveux. Cet individu peut permettre à son organisme total de fonctionner dans toute sa complexité pour choisir parmi la multitude de possibilités le comportement qui, à ce moment précis, sera le plus sûrement et le plus authentiquement satisfaisant. Il est capable de faire confiance à ce fonctionnement de l'organisme, non pas parce que celui-ci serait infaillible, mais parce qu'ainsi lui-même peut être ouvert à rectifier ces dernières, si, à l'expérience, elles se révèlent insatisfaisantes. Ce plein fonctionnement n'est pas qu'une optimisation de soi, avec soi, mais aussi avec l'environnement. Il amène immanquablement à des formes de créativité. Et Roger rapproche ceci au concept d'auto-actualisation de Maslow. Par son ouverture sensible au monde, par sa confiance dans sa propre aptitude à former des nouvelles relations avec son environnement, elle serait le type de personne dont jaillirait les productions nouvelles et la vie créatrice. Ce ne serait pas selon lui quelqu'un d'adapté à la culture environnante, il serait peu probable qu'il soit conformiste, et pourrait même être très malheureux dans certaines conditions culturelles, mais il continuerait à être lui-même, et à créer, vivre de façon constructive. Rogers rappelle qu'il s'agit d'un idéal. Permettez-moi d'insister cependant sur le fait que la personne que j'ai ainsi décrite n'existe pas. Elle n'est que l'objectif théorique, le point final du développement personnel. Nous voyons des personnes en marche dans cette direction, à partir d'heureuses expériences qu'elles ont rencontrées dans leur formation ou en thérapie, ou à partir d'heureuses relations en famille ou en groupe. Mais la personne que nous pouvons observer, c'est la personne imparfaite qui se dirige vers cet objectif. Ce que je décris, c'est ma vision de l'objectif dans sa forme pure. C'est plutôt pas mal, hein? Semaine prochaine, c'est déontologie, contrat de travail, obligations et devoirs du travailleur et d'employeur. Ça, c'est facile. Oui, en soi, ça, c'est du par cœur, quoi. C'est l'administration. C'est l'administration. Du coup, vous en pensez quoi de tout ça? Parce qu'encore une fois, là, vous êtes très calme sur cette partie-là du texte. Vous étiez vachement plus réactif ce matin. C'est peut-être parce que c'est le début d'après-midi, du coup vous êtes en train de digérer, vous avez le petit moment justement de... comme le monsieur décrit, c'est ce moment de fatigue après repas, vous êtes là en mode « Ah, on va faire une petite sieste ». C'est possible, hein D'ailleurs ce matin on avait Célanas qui nous disait « Mon Dieu, je n'ai plus... Je n'ai plus de café, ça va être compliqué. » Peut-être qu'il s'est endormi. Peut-être qu'il fait une petite sieste, hein. Pour le coup, qui sait. La sieste est toujours agréable. Hop. Je suis allé acheter mon pain. Ah ouais? Ah bah finalement, t'as eu du courage pour sortir. Moi, je t'avoue que si je me fais des courses et que je me suis dit, tiens, j'ai oublié un truc. Je vais dire, bah, c'est tant pis. La flemme. La flemme. La grosse flemme. J'avoue avoir décroché un brin. Ah. C'est parce que le texte ou parce que le contexte? Parce que si c'est le texte, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de pages. Donc peut-être que je peux un peu, passer sur certaines parties qui vous intéresseraient moins. Même si moi je trouve que pour le coup c'est vachement intéressant de faire tout ce récap et de voir justement tout ce qui a été travaillé. Je pars demain au taf et je reviens samedi soir parce qu'on a un week-end d'entreprise et que la fondue est prévue samedi soir. D'accord. Je suis pas 100% dedans quoi. Je peux comprendre. Mais la fondue, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que ça me rend malade quand j'en mange, mais qu'est-ce que c'est bon. Quand le soleil se lève et me sourit, il me dit c'est une belle journée, la plus belle de ta vie. Je saute du lit et je sors dehors comme si j'étais monté sur un ressort. C'est la plus belle des journées. Je ne sais absolument pas quelle mélodie c'est censée être, je vous préviens, je suis très mauvais, donc voilà. J'ai chanté très mal, soyez heureux. Et je ne sais absolument pas quelle référence c'est. J'avoue que je sais pas. Je pêche ça et là des concepts. C'est Bob l'éponge. Sérieux? Mais c'est trop bien. Elle est trop bien Bob l'éponge, la chanson de Bob l'éponge. C'est une chanson qu'il fait en épisode ou c'est pas le générique ça? J'essaie de me souvenir, mais le générique c'était pas ça. J'ai pas souvenir de ça en tout cas. J'ai pas souvenir de ça, mais c'est trop bien. J'entends derrière une vision très bisounours, c'est rigolo que j'ai cette réaction. Bah tu noteras pour le coup, que c'est notamment ce que disait le texte avant.
V6, justement, elle avait écrit à un moment donné que quand on commence à étudier ces genres de trucs, on a justement ce réflexe de se dire mais c'est très naïf, mais c'est très bisounours, mais ça marche pas dans la vraie vie et tout. Et en fait, quand tu étudies les faits, bah, tu te rends compte que ça marche. Et du coup, t'es là en mode ah, ah. Et c'est là où tu vois à quel point t'es formaté par notre société, à quel point t'es formaté dans notre monde, dans notre système qui est juste mais tellement oppressif à tellement de points que même juste partir du principe que potentiellement il y a d'autres modèles de fonctionnement, tu te dis non, c'est pas possible. C'est tellement oppressif, ça a tellement une emprise violente sur ta manière de concevoir le monde, ce système dans lequel on vit et dans lequel on vit depuis des siècles, que juste l'idée de on peut faire autrement, et notamment cette manière de faire autrement, le premier réflexe c'est de dire non mais ça marche pas, c'est bisounours, c'est naïf. Là ils sont en train de s'envoyer des cœurs dans la gueule, là c'est quoi ce travail? On s'envoie pas des cœurs dans la vraie vie, on s'envoie des beignes. Ce genre de réflexe très bizarre, hein. Très bizarre, hein. C'est étonnant, hein. C'est comme bah, les fois où je vous ai fait notamment des lives où je vous ai parlé de Twin Ox, la communauté de Twin Ox, et de leur manière de fonctionner, les retours que j'avais eu qui étaient en mode mais non, mais c'est pas possible, ça marche pas. Oui, non, mais bon, là ça marche sur un groupe de 100 personnes, mais ça marcherait pas sur plus et tout. Cette réaction instinctive, hein, à chaque fois, hein, ça me tue. Je trouve ça tellement intéressant et en même temps, c'est tellement impressionnant comme réflexe. C'est tellement prélogique. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Je vais continuer quand même le texte. Les principes qui sous-tendent ce but. Une telle conception de la personne fonctionnant pleinement repose sur une idée particulière de la nature humaine, que Rogers définit ainsi. La nature fondamentale de l'être humain, lorsque celui-ci fonctionnera sans entrave, est quelque chose de positif, de constructif, et qu'elle mérite de notre confiance. C'est la conclusion inéluctable à laquelle j'arrive après plus de 30 années d'expérience en psychothérapie. En cela, lorsque la personne fonctionne pleinement, il n'est pas nécessaire de se demander ce qui va la rendre plus pro-sociale, puisque c'est l'un de ses besoins les plus profonds, qu'elle cherchera donc à combler. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des pulsions agressives, puisque celles-ci seraient contrebalancées par le besoin d'aimer et d'être aimé, l'agression n'advenant que si la situation le justifie. Rogers n'adhère pas à l'idée que l'humain serait déraisonnable, que ses pulsions le conduiraient à la destruction, à sa destruction ou à celle d'autrui, idée qui justifierait qu'on augmente le contrôle sur lui. Selon Rogers, les drames naissent du fait que ces défenses masquent des formes de rationalité et nous conduisent à aller dans une direction contraire à ce que l'organisme voudrait. L'individu, trahi par ses propres défenses, éprouve la satisfaction d'un besoin au prix de l'insatisfaction d'un autre. Ce principe de personne fonctionnant pleinement implique tout à la fois que la personne agisse rationnellement, mais d'une façon qui est imprédictible, y compris pour elle-même. On ne peut se fier à elle sans pouvoir prédire son comportement, puisqu'il est le résultat d'une opération complexe entre tous les facteurs présents à un moment donné, en elle-même comme à l'extérieur. A l'inverse, le comportement de la personne ne fonctionnant pas pleinement est prédictible, car elle suit un modèle qui est rigide. Ainsi, pour ces raisons, Rogers rejette l'idée que la psychologie devrait servir à la prédiction et au contrôle du comportement humain. Pour lui, plus la personne fonctionne pleinement, moins elle est prédictible, moins elle est contrôlable, car elle agit de façon autonome selon à la fois des critères internes et externes, et à l'interaction entre les deux. Rogers a également un rapport singulier avec le déterminisme, qui découle du savoir scientifique. En tant que chercheur, tout semble déterminé. Il prend l'exemple du behavioriste Skinner, qui partant du constat que les comportements sont facilement déterminés par des facteurs extérieurs, prône un conditionnement de la population, un contrôle absolu par un renforcement positif et négatif, punition, récompense, qui serait, à mon sens, qualifiable de pseudo-libre. Nous pouvons réaliser une sorte de contrôle, sous lesquels les sujets contrôlés, tout en suivant beaucoup plus scrupuleusement les règles que ce ne fut jamais le cas sous l'ancien système, se sentent néanmoins libres. Ils font ce qu'ils désirent sans y être forcés. Telle est la source du terrible pouvoir du renforcement positif. Pas de contrainte, pas de révolte. Effectivement, les expériences où le comportement est facilement manipulable par quelques éléments venus de l'extérieur ne manquent pas, surtout dans le champ du behaviorisme. L'homme y est vu alors comme une machine, qui n'est pas libre, et simplement dirigée par des forces extérieures à lui. Cependant, Rogers n'adhère pas aux conclusions de Skinner, citées plus haut, celles qui affirment qu'il faudrait manipuler l'humain,
par un contrôle sournois, pseudo-libre. Son expérience en psychothérapie lui montre également tout autre chose. Il observe les personnes se mettre à prendre des décisions par elles-mêmes pour établir la situation. Il cite une étudiante profondément perturbée, à la limite de l'effondrement psychotique, qui après quelques séances a critiqué tous ceux qui ne lui avaient pas donné ce dont elle avait besoin, a déclaré « Je veux dire qu'il me paraît évident que je ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre me donne une formation. Je devrais me la donner moi-même. » Et elle se mit à explorer ce choix, cette possibilité. Cela l'effraya et en même temps lui donna une grande force. Les patients explorent les problèmes et au bout d'un moment prennent une décision, font des choix, et cela sans que Rogers ne les ait manipulés pour faire ce choix qui leur était bien singulier. Ils n'ont pas été déterminés par la thérapie, sinon on aurait pu prédire ce choix précis, ce qui n'a pas été le cas. Ils faisaient un choix qui était bien à eux. Rogers couple ses positions, tant sur la liberté comme sur le déterminisme, de cette façon. Nous pouvons dire que dans la thérapie idéale, la personne fait réellement l'expérience de la liberté la plus complète et la plus absolue. Elle veut, ou choisit, l'action qui représente le vecteur le plus économique, qui soit en relation avec tous les stimuli internes et externes, parce que c'est ce comportement-là qui sera le plus profondément satisfaisant. Mais c'est la même action qui, d'un autre point de vue, peut être considérée comme déterminée par tous les facteurs présents dans la situation. Permettez-moi de souligner le contraste entre cette description et celle d'une personne munie d'une forte défense. Celle-ci veut ou choisit une action, mais découvre qu'elle ne peut pas se comporter comme elle l'a décidé. Elle est déterminée par les facteurs présents dans la situation, mais ces facteurs comprennent sa défensivité, son refus, sa déformation de certaines des données du problème. On peut dès lors tenir pour acquis que ce comportement ne sera pas satisfaisant. Le comportement de cette personne est déterminé, et celle-ci n'est pas libre de choisir efficacement. Par contre, la personne qui fonctionne pleinement ne fait pas seulement l'expérience de la plus absolue liberté, mais elle s'en sert lorsqu'elle veut, et choisit spontanément, librement, volontairement, ce qui est absolument déterminé. Je suis bien conscient que ceci n'est pas nouveau pour les philosophes, cette idée prend pourtant une couleur nouvelle lorsqu'elle surgit du côté absolument inattendu, dans l'analyse d'un concept qui relève d'une théorie de la personnalité. Pour moi, j'y trouve la raison d'être de cette réalité subjective, qui est la liberté absolue de choisir, qui est si importante en thérapie, et en même temps, je trouve la raison d'être du déterminisme le plus complet, lequel est la véritable pierre d'angle de la science. Avec ce cadre de pensée, je puis entrer, comme personne subjective, dans l'expérience du libre choix que rencontrent nos clients. Je puis aussi, comme savant, étudier son comportement et le considérer comme entièrement déterminé. C'est plutôt pas mal, hein. C'est quand même plutôt pas mal comme citation, elles sont bien, hein. Elles sont bien. Ces principes sont implicitement anti-autoritaires puisqu'ils valorisent la liberté de l'individu comme étant l'issue favorable d'un plein fonctionnement, perçoivent l'absence de liberté, le fait d'être coincé par des déterminations extérieures et autres pressions comme une caractéristique liée à un mal-être. En conséquence, on peut s'attendre à ce que les méthodes et techniques de Rogers soient particulièrement centrées sur le nourrissement de l'autonomie, l'émancipation de la personne, créant des contextes d'extension de leur liberté. En vrai, c'est plutôt pas mal du tout. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup ou est-ce qu'on va couper la VOD par là? Je regarde juste. Je pense qu'on va faire encore une page et on s'arrêtera par là. On va faire encore une page et on s'arrêtera par là parce qu'il est déjà 15h15. Ça fait déjà 1 heure la VOD. La relation d'aide. Par relation d'aide, Rogers entend la relation qui se crée en thérapie, mais aussi dans un cadre de conseil, de counseling. Ces méthodes sont plus pertinentes pour des profils qui ont des difficultés dans leur vie, qui ne soient pas de nature trop pathologique. Ainsi, ces techniques de relation d'aide ont été énormément exportées, par lui-même comme par d'autres, à d'autres milieux que la psychologie elle-même. Les groupes de soutien en général, les groupes de parole, dans le domaine de l'éducation, professionnelle, familiale, de la religion, de la santé, pour des profils typiques, pour viser des changements profitables, parfois à des niveaux institutionnels ou structurels. La relation d'aide, selon Rogers, consiste en une coopération ayant pour but ultime la prise progressive de son pouvoir par l'aidé. L'aidant s'efforce de faire advenir chez l'autre une meilleure appréciation, une meilleure expression, un meilleur usage de ses ressources intérieures latentes. Cette relation permet à la personne d'acquérir une compréhension d'elle-même, ce qui lui permet de développer, de mettre en œuvre ses propres solutions. Le but, pour le conseiller, pour le thérapeute, pour le facilitateur, pour le pédagogue, n'est pas de résoudre tel ou tel problème, mais d'aider l'individu à atteindre une maturité qui lui permette de faire face au problème. Il s'agit de le libérer afin qu'il puisse reprendre sa marche, lever les obstacles lui-même. Cependant, il serait erroné de croire par cette relation que les racines du problème qu'affronte l'aidé seraient de sa faute, puisqu'on cherche à développer une prise de pouvoir ou une maturation.
Rogers précise que l'on sait en psychologie que certaines structures, les écoles, le travail, etc., peuvent être organisées d'une certaine façon qui sape l'individu, car elles s'opposent à ses besoins. Parfois, pour aider l'individu, il lui est, selon lui, préférable de le faire changer d'environnement social. Par exemple, pour aider un enfant battu, mieux vaut prioritairement l'éloigner de la famille qui le maltraite. Ou adapter l'environnement social de façon à ce que cela soit plus en accord avec ses besoins. Changer les méthodes d'apprentissage pour un enfant qui a des difficultés pour apprendre à lire, pour changer les conditions de travail douloureuses d'un travailleur précaire. Selon lui, les tensions et les difficultés que l'on rencontre l'individu sont les plus souvent causées par les exigences de l'environnement qui rentrent en conflit avec les besoins de l'individu. Et leur relation d'aide vise alors des formes d'empuissantement. J'ai un peu du mal parfois, désolé. Il ne s'agit donc pas de l'aliéner davantage à cet environnement oppressant, mais de libérer ses forces, ce qui lui permettra de décider par lui-même que faire face aux exigences de l'environnement en fonction de ses propres besoins. Il ne s'agit pas du tout de le rendre plus adapté à un environnement social inhumain, mais au contraire de l'aider à se restaurer, à retrouver une part de libre arbitre qui a pu être chamboulée par les exigences extérieures. Ainsi, à l'issue de l'aide, thérapeutique, de conseils, en groupe, on voit que les personnes commencent à mettre en œuvre des comportements nouveaux qui les émancipent des précédentes attitudes et comportements plus aliénés aux environnements sociaux. Elles mettent en œuvre de nouveaux projets, testent des alternatives, parfois révolutionnent leur vie. Ça ne veut pas dire que c'était elles le problème, et non les environnements sociaux, mais simplement que les environnements sociaux avaient une forme d'emprise qui bloquait leur développement. La relation d'aide permet alors de déverrouiller des formes de liberté qui leur permettent de surmonter ces emprises, ces dépendances, les blocages, y compris les blocages extérieurs. Et on verra à la toute fin que, bien que nous parlions ici d'une psychologie qui se concentre sur les relations d'individu à individu, cette libération que cause la relation idéale d'aide à un impact sur les environnements sociaux de taille importante, passant d'un développement personnel à un développement social. Et on va s'arrêter là-dessus. Petite fougère de YouTube, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette VOD. On se dit à très bientôt pour la suite du texte. Ciao ciao ciao.